Bonjour à tous et bienvenue à cet événement proposé par Bilix sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on accueille Lionel qui vous donnera un peu plus de détails sur l'intelligence artificielle, mais également sur ChatGPT. Donc Lionel, on te laisse la main. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vois déjà le chat qui s'anime, super. Du coup, je me présente très rapidement. Donc, Bilix, je suis chef de projet web, product owner chez Renault. Voilà, ça fait un petit moment que je suis chez Bilix, ça fait plus de 5 ans. Et aujourd'hui, je suis très content de vous présenter. C'est mon premier Happy Talk déjà, pour commencer, et très content de vous présenter cette, cette présentation sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet que j'adore, que ce soit la techno et les IA, les nouvelles technologies, je suis toujours branché là-dessus, en plus de ma mission. Donc ça me fait plaisir de partager un peu cette petite passion avec vous tous. Donc merci à tous. J'espère que vous allez en apprendre un peu plus au cours de cette présentation. Voilà, donc le fun fact déjà pour commencer, le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ChatGPT. Voilà, on l'a intitulé ensemble avec mon plan démystifier l'IA et ChatGPT pour un monde en évolution. Explorer les avancées, découvrir les applications et imaginer ensemble en fait l'avenir. C'est ce qui va se passer dans cette présentation. Bon, forcément, quand on commence une presse sur l'IA, pour remettre un peu les choses en place, déjà l'IA, qu'est-ce qu'on va entendre par IA? Ça va être en fait toutes les machines ou tous les logiciels qui vont être capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement en fait de l'intelligence humaine. Donc tout ce qu'on est capable de faire, nous, on va le voir. On est capable d'intelligence artificielle, enfin, de mettre en place de l'intelligence artificielle sur des logiciels, sur des machines qui sont en fait bien plus performants que de l'intelligence humaine. Vous avez déjà dû voir des exemples dans les actualités. C'est quelque chose en fait que certaines IA font beaucoup mieux que des humains. Voilà, mais c'est certaines tâches. Aujourd'hui, on va voir, il n'y a pas non plus 36 types d'IA. On va les catégoriser en il y a 3 catégories d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous, on est assez familier avec ce qu'on appelle les IA faibles, les Artificial Narrow Intelligence en anglais, qui équivaut, donc voilà, c'est des IA qui sont faibles, qui ne sont pas en fait généralisées, qui n'ont pas une connaissance globale de tout ce que nous, humains, on connaît. Que ce soit par exemple nos connaissances en aéronautique, comme, je ne sais pas, en natation, mais aussi tout simplement l'expérience du monde réel. Ensuite, il y a une deuxième catégorisation, dont on va un peu parler aussi, c'est les IA fortes, les AGI, donc pour Artificial General Intelligence. Et justement, on en parle beaucoup plus ces derniers temps, parce que justement, il y a OpenAI et il y a les modèles de langage GPT qui commencent un petit peu à gratter là-dessus, où on se dit, en fait, ces intelligences artificielles, est-ce que c'est des AGI ou pas? Voilà, on va en rediscuter. Et puis après, il y a un troisième type d'IA dont on ne va pas vraiment parler aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, c'est carrément la super intelligence artificielle. Vous avez peut-être déjà vu des films iRobot ou Terminator, où là, carrément, la machine, elle prend le dessus, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'auto-améliore et elle va tellement être intelligente qu'elle va dépasser l'intelligence humaine, dans le sens où on n'aura pas prévu cette évolution, elle va évoluer d'elle-même. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les 3 types d'IA. Aujourd'hui, nous, là je remets juste un petit peu la petite évolution des assistants Microsoft dans le temps. En 2000, on avait Clippy, en 2014, on avait Cortana, et aujourd'hui, on parle de Copilot. Alors c'est vraiment les assistants, on va dire, très connus chez Microsoft. Pourquoi ils deviennent de plus en plus puissants? L'une des premières explications, et pourquoi aujourd'hui on a du chat GPT qui s'ouvre, qui n'importe qui peut utiliser, c'est dû à la loi de Moore notamment. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le fait que les processeurs vont doubler de puissance tous les 2 ans. Donc en fait, nos ordinateurs, pour faire très simple, ont une puissance de calcul toujours de plus en plus importante. Ce qui permet aujourd'hui donc à avoir carrément des intelligences artificielles disponibles sur le web.
Donc voilà, là aujourd'hui, donc Copilot, juste pour reprendre l'exemple, qui va être alimenté par le modèle GPT-4 et qui va s'intégrer donc dans la suite Microsoft, comme à l'époque Clippy ou Cortana, et qui va permettre carrément de faire de la bureautique, que ce soit de l'Excel, du PowerPoint, de façon automatisée, en lui disant ce qu'on va vouloir créer. Quand on compare ça à Clippy, il y a vraiment au tout début des années 2000, c'est un peu risible. C'était vraiment des petits tutoriels qui avaient été tout simplement codés par des humains et ce n'était pas vraiment une intelligence artificielle. Voilà. Alors, on interagit du coup déjà avec ces types d'IA. Donc, les exemples que j'ai pris de Microsoft. Après, les IA connus, on va dire, que vous connaissez peut-être tous déjà. Donc, il y aura Siri, par exemple, Google et plein d'autres, Alexa, etc. Il y en a plein, on les utilise que ce soit via nos téléphones ou via le web. Mais on le sait tous, moi personnellement, j'utilise beaucoup Siri. Je sais que c'est limité. Je sais qu'elle ne me comprend pas complètement. Je ne vais pas pouvoir avoir un vrai échange, une vraie discussion, que ce soit sur n'importe quel type de sujet avec Siri. Non, je sais que je vais pouvoir programmer un réveil, je sais que je vais pouvoir planifier peut-être dans mon agenda un point avec tel ou un tel, demander voilà, c'est quoi cette musique, quelle météo il va faire demain. Mais voilà, c'est des tâches assez basiques que l'IA, via son réseau de neurones, a réussi à comprendre, mais c'est encore, on voit tous c'est quoi les limites de ces IA. On n'arrivera pas à aller très loin avec du Siri ou du Google Assistant. C'est là qu'en fait arrive OpenAI, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant, on est à 7 mois même, et c'est fou déjà de voir l'impact que ça a eu dans nos relations professionnelles ou même personnelles. Il y a vraiment un engouement très présent sur ces nouvelles technologies. D'ailleurs, je l'ai illustré là dans cette slide-là, sur Google Trends, où on voit que depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022, ça n'a fait qu'augmenter en fait. Tout le monde parle dans le monde de ChatGPT. C'est vraiment impressionnant. On commence à avoir un plateau depuis à peu près début avril. Mais globalement, beaucoup de gens vont parler en fait de ChatGPT. Ils vont être soit vraiment, souvent les médias dans l'impressionnant, waouh, c'est fou ChatGPT, et d'autres personnes aussi vont un peu critiquer cette IA, mais sans vraiment en fait, pareil, prendre vraiment la mesure de ce que ça représente et de ce que ChatGPT va amener en fait avec elle. Quelle application elle va, quel type de besoin elle va répondre. Donc, beaucoup de journalistes se sont déjà un peu essayés à parler avec elle sans vraiment trop comprendre comment ça fonctionne, sans vraiment trop savoir quoi dire. Et c'est vrai qu'on peut être critique envers ChatGPT parce que c'est vrai que c'est encore très perfectible. On va le voir juste après. Mais tout simplement, pour moi, ChatGPT, ce que ça apporte vraiment comme révolution, ce que j'essaye de dire depuis un peu le départ, c'est en fait, ça va être la façon dont on va interagir avec cette IA. De même qu'avec Siri, avec Alexa, on va lui parler, mais cette fois-ci, à la différence de ces IA, donc Siri, Alexa, etc., ChatGPT, ou en tout cas le modèle GPT-4 qui est derrière, va nous comprendre. On va nous comprendre dans notre langage naturel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des fautes, même en parlant. On va pouvoir un peu utiliser un langage très technique comme un langage très familier. Il va nous comprendre avec des fautes, n'importe quoi. Il a été entraîné pour être un expert en fait du langage naturel. Et c'est ça sa vraie force. C'est vraiment une innovation sans précédent, tellement qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes au départ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, maintenant, ChatGPT, il s'améliore et plus on va parler avec lui, plus il va devenir pertinent. Donc, là, depuis 6 mois, c'est impressionnant déjà de voir les évolutions auxquelles
il fait face. Ça va d'ailleurs tellement vite que beaucoup de gens, même moi, on n'arrive pas trop à suivre toutes ces avancées. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, il nous comprend et il va pouvoir échanger de manière naturelle avec nous. Voilà. J'avais pris l'exemple aussi d'Ameka, qui lui, c'est une IA, une intelligence artificielle aussi, mais elle qui va apprendre à communiquer, contrairement à ChatGPT, dans le monde réel, voilà, avec des interactions directes. Là, on parle vraiment de langage naturel pour ChatGPT, c'est-à-dire vraiment du texte. Du coup, forcément, si on parle de texte et de langage, qu'est-ce qui se prête mieux en termes d'interface utilisateur pour parler? Ça va être tout simplement un chat. Donc ici, vous voyez, on a une nouvelle conversation et on va tout simplement aller lui parler. On rentre en fait ici ce qu'on va appeler un prompt et on lui envoie et elle répond. En gros, un prompt, j'y viens là tout de suite. On va parler carrément de prompt engineering. Alors, un prompt, qu'est-ce que c'est? Un prompt, ça va être, composé d'un contexte, d'une question, d'une tâche qu'on va poser en fait à la machine. Et le prompt engineering, ça va être en fait la façon d'optimiser la question, le contexte, les données qu'on va donner à ChatGPT pour répondre à notre besoin. Donc j'ai remis un exemple là. Donc voilà, ce que je disais, la qualité des résultats va dépendre de la quantité d'informations que vous allez fournir à la machine lors de votre formulation. Et par exemple, si on pose à ChatGPT comment faire pousser des tomates, il va nous répondre, il va comprendre, mais il va répondre quelque chose d'assez général. Tandis que si on lui donne des instructions, donc par exemple, donne-moi des instructions étape par étape pour faire pousser des tomates à la maison, on pourra s'attendre à un résultat beaucoup plus pertinent dans mon cas où je souhaite faire pousser des tomates chez moi et pas dans un jardin. Personne ne lui avait donné du contexte auparavant. Donc c'est pour ça qu'il faut... Voilà, j'ai essayé d'imaginer ça comme vraiment optimiser le prompt qu'on va envoyer à la machine pour optimiser en fait le résultat, avoir le meilleur résultat possible de ChatGPT. Voilà, donc je parlais de quoi est constitué un prompt, donc notamment d'une instruction et d'un contexte. Une instruction, ça va être la tâche à laquelle qu'on veut répondre, et on va lui donner donc du contexte. Donc par exemple, là je voulais faire pousser des tomates chez moi à la maison. C'est une partie du contexte. Ça fait partie de tout l'input que je vais lui envoyer. Donc justement, j'ai bien l'input data qui va être la donnée d'entrée. Donc en fait, ça va être l'instruction, donc la tâche à laquelle je vais lui demander, plus des informations supplémentaires, donc le contexte. Et tout ça, on va pouvoir, je vais vous montrer, on va faire une démo. On va pouvoir lui demander en fait et lui afficher en fait ce qu'on considère comme un input, ce qu'on considère comme une question et qu'est-ce qu'on attend en fait de lui. Bon, on attend souvent une réponse tout simplement détaillée de ce qu'on veut. Et la output data, que je n'illustrerai pas, mais c'est très simple, c'est lui demander par exemple, sors-moi un tableau, sors-moi ces informations au format CSV par exemple, ou je ne sais quoi. On peut lui demander n'importe quel type de... Enfin, on peut lui demander tout un panel de formats de fichiers qui peuvent se récupérer forcément via du texte, puisque la machine va nous parler que via... pour l'instant, elle va nous parler que via l'interface de ChatGPT. Elle ne va pas pouvoir nous envoyer des fichiers, malheureusement. Ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, maintenant, pour commencer à écrire vos propres prompts, juste avant de passer à la démo, les conseils que moi je vous donnerai, c'est d'aller en fait déjà parler en fait à ChatGPT. Je m'en rends compte, moi, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent encore, alors que ça fait beaucoup de bruit. Les gens, ils vont plutôt, voilà, ce que je disais au départ, être critiques ou super enthousiastes, mais en fait, ils ne vont pas vraiment l'utiliser. Donc, souvent, on peut être déçu, on ne comprend pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller poser vos propres questions, d'aller poser des questions simples à ChatGPT, et vous allez voir, vous allez entrer en discussion avec l'IA, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des cas d'utilisation dans votre vie quotidienne auxquels ça peut répondre. Et ça peut être super intéressant. Voilà, donc commencez avec des questions simples. N'hésitez pas à
à saucissonner en fait vos questions. C'est-à-dire que si vous avez, n'hésitez pas en fait à lui demander même carrément qu'est-ce que tu as besoin pour répondre à cette question-là. Est-ce que tu as besoin de plus de contexte? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Voilà, vous allez voir que il va carrément vous challenger. Il peut vous challenger. En fait, c'est aussi à ça que sert cette IA. Ça va être de vous briefer, de vous aider en fait à mieux contextualiser vos questions, vos problématiques, pour avoir un résultat d'autant plus parfait de ce à quoi vous vous attendez. Voilà, donc des instructions claires avec des verbes simples et voilà, toujours spécifier son besoin sans aller non plus dans des questions, des sous-questions. Par exemple, on va lui poser une question générale et « Ah oui, tu pourrais aussi me demander, en plus de faire pousser des tomates chez moi, j'aimerais aussi faire pousser des poivrons, est-ce que tu pourrais y répondre aussi ?» Non, il faut essayer de faire ça par étapes avec lui et de tirer au maximum en fait les résultats qui seront amenés, qui seront donnés par l'intelligence. Voilà, donc là, on essaye je vais vous montrer en fait déjà à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT. Je vous ai montré vite fait tout à l'heure l'interface. Donc ici, ça va être l'historique, ce que je vous disais tout à l'heure. Et dans cette version ChatGPT+, on a la possibilité d'utiliser deux types de modèles de langage, donc le 3.5 et le GPT-4. Globalement, on peut comparer ça à la PS3 et à la PS4. Hein. En gros, le modèle de langage va être plus puissant que le GPT 3.5 quand on passe sur le 4. Donc, il va être plus pertinent et ses réponses seront un peu mieux. Mais voilà, pour ce qu'on va utiliser là, pour les prompts que je vais vous montrer, c'est assez courant, mais c'est assez simple. Je peux même demander à GPT 3.5, il n'y a pas de problème. En fait, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vois le chat. Donc, par exemple, petite démo rapide, le résumé de texte que j'utilise assez souvent. Donc, par exemple, je vais lui poser une question. Alors, là, je vais le prompt, je vais le formuler comme je le ferais dans le playground, ce qui est leur espace de jeu, en fait. Mais on n'est pas obligé de lui parler comme ça, mais c'est pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, je peux taper un Q de points. Ça peut être présenté de d'autres façons, mais là, je vais lui poser ma question. Explique-moi l'expérience de pensée de la chambre chinoise. Voilà. Hop. Et bon, il va partir dans un délire, il va tout m'expliquer de façon hyper détaillée. Mais bon, c'est pas résumé. Donc, carrément, ce que je peux lui poser, là maintenant, c'est explique-moi ce qui cède en une phrase. Voilà. Simplement. Il va me rédiger, voilà, il va me résumer très simplement. Voilà, l'expérience de la chambre chinoise illustre que le traitement purement syntaxique de l'information ne conduit pas à une compréhension réelle, même si les réponses peuvent sembler intelligentes. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de pensée de la chambre chinoise, et je vous invite à regarder, c'est très intéressant pour savoir, en fait, ça a été développé pour savoir si les intelligences artificielles qui sont développées, en fait, exécutent une tâche et est-ce qu'elles sont conscientes ou pas de ce qu'elles font. Voilà, bon, j'y reviendrai pas, mais si ça vous intéresse, voilà, là, un exemple concret de résumé de texte. Forcément, dans la vie de tous les jours, moi, je l'utilise, par exemple, pour rédiger un article très long, ou par exemple, résumer de la documentation technique. Manu, qu'en est-il des plugins OpenAI? J'y viens, j'en parle juste après. Mais alors, les plugins, c'est que dans la version payante. Ce ne sera pas dans la version, gratuite que vous pouvez déjà utiliser dès aujourd'hui. Voilà.
Un autre type, par exemple, d'autres prompts, parce que là, j'ai été assez générique, c'est résumé à un texte. On peut carrément aller lui demander voilà, réalise-moi un plan de voyage pour 2 semaines au Japon. C'est un peu dans la même vibes que mes tomates du jardin, sauf que cette fois-ci, voilà, je lui donne pas assez de contexte, et voilà, il part pareil dans un plan de voyage, donc c'est génial. Il me fait mon plan de voyage, mais bon, il n'a pas tous les éléments du contexte. Mais voilà, déjà, c'est déjà très puissant. En quelques secondes, il m'a fait un plan de voyage de 2 semaines. Là, justement, je voulais vous montrer un type de prompt où je vais carrément, voilà, je l'avais tout préparé. Je suis un homme français de 30 ans, donc là, je lui donne beaucoup plus de contexte que simplement réalise-moi un voyage de 2 semaines au Japon. Donc, je suis de 30 ans, donc j'ai 30 ans, je souhaite découvrir le Japon pour la première fois du 5 au 22 octobre. J'arrive et je repars en avion depuis l'aéroport de Tokyo, j'aurai un JR Pass, donc prends en compte mon JR Pass parce que je pourrais me déplacer dans tout le Japon en train et optimise, par exemple, ses déplacements, je lui donne un budget, voilà. Je lui donne beaucoup plus de contexte. Forcément, il va prendre en compte tous ces retours et il va me proposer beaucoup plus, jour par jour, carrément, des informations qui sont beaucoup plus pertinentes que si seulement je lui demande en fait de me faire voilà, un plan de voyage de 2 jours. Il ne va pas savoir si je veux rester que dans une ville, si je veux visiter d'autres villes, quel est mon budget, tout ça. Donc c'est très important voilà, de remettre du contexte. Et je ne sais pas si vous voilà. Un autre moyen aussi d'aider ChatGPT à vous répondre d'une manière efficace, ça va être aussi le rôle en fait. C'est une manière de demander en fait à l'IA d'interpréter un rôle. Et ça marche beaucoup comme ça. On va lui demander voilà, de devenir un expert quelque part, de parler comme un expert d'un domaine. Donc là, je lui avais demandé, dans mon contexte, réalise-moi ce plan de voyage détaillé comme si tu étais un travel expert. Voilà. Bon, c'est un prompt assez simple au final parce que même ici, quand je lui demande un plan de voyage, il va aller dans son modèle de langage, il va se rappeler, enfin pas se rappeler exactement, mais on va essayer d'imaginer ça comme ça, il va se rappeler de tous les textes qu'il a appris, auxquels il a été entraîné, et il va aller regarder plan de voyage, donc forcément les plans de voyage qu'il doit avoir en mémoire, c'est des plans de voyage qui ont déjà été rédigés par des experts. Voilà. Mais ça peut être très intéressant, par exemple, je voulais vous donner un exemple réel que j'utilise par exemple tous les jours. Moi, j'ai souvent des logs techniques qui arrivent, qui ne sont pas très, on va dire, pas très compréhensibles. Et pour aller plus vite, donc pour ne pas tout repasser, si vous voulez, en revue, ce que je fais souvent, c'est que je lui envoie. Hop, donc là, je vais lui écrire input et je vais reçu, par exemple, voilà, ce type d'erreur. Donc, voici l'erreur que j'ai reçue la nuit dernière. Est-ce que tu... Enfin, voilà, et je lui envoie du coup tous les logs d'erreur. Et je lui demande, je lui pose une question, explique-moi cette erreur et rédige un court mail de report, de bug à envoyer à mon support technique. Carrément. Voilà. Tac, je lui envoie comme ça et il va me rédiger. Alors, il va m'expliquer ce qu'est l'erreur et il va me rédiger un mail. Bon, alors, je vous assure, c'est jamais trop le bon ton, c'est trop cordial. Donc, je les copie-colle jamais comme ça. Mais ça permet déjà de mettre en forme, on va dire, un mail et de partir sur une bonne base et de vite envoyer en fait un rapport de bug, par exemple. Donc ça peut être très efficace dans la vie de tous les jours. Voilà. Je reviens vite fait sur la présentation, du coup. Donc, je n'ai pas montré les plugins, hein, Manu, pardon, excuse-moi. J'y reviens justement juste là. Hop. Donc, maintenant, voilà, qu'on sait parler un peu à la machine, je vous ai montré comment ça fonctionne. La machine nous comprend, elle nous répond dans ses propres mots, et en fait, on comprend, elle peut être expert de certains domaines. Donc, tout ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est dû à son modèle de langage où, en fait, elle a eu un panel de textes
d'expert. Donc, elle peut interpréter des rôles et elle peut parler comme un expert technique, un agent de voyage. Donc, voici quelques cas d'application. Donc, on parlait des plugins. Voilà. Donc là, un exemple concret, ChatGPT, ça peut devenir un agent de voyage. Donc, je l'expliquais pour mon voyage au Japon, là. Il y a carrément, donc dans ChatGPT, je vous remonte, je repartage très rapidement. Hop, on a la possibilité, en fait, de rajouter dans la version payante, du coup, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, des plugins. Et ces plugins, pour l'instant, voilà, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le plugin Expedia ou Kayak. On va pouvoir, du coup, passer sur ces plugins et en fait, dans le cas de Expedia, on peut lui demander donc, de réaliser ce que je demandais tout à l'heure pour le Japon, de me réaliser un plan de voyage au Japon et de me proposer, par exemple, dans le cas d'Expedia, des activités ou des sites touristiques à aller voir. Ou par exemple, dans le cas de Kayak, qui a aussi créé un plugin, de me proposer des billets d'avion pas trop chers pour des dates précises ou pour des dates non précises d'ailleurs. On peut lui demander d'essayer d'optimiser justement mon voyage aller-retour en lui donnant un budget. Donc voilà, en fait, ces plugins, ça va permettre vraiment de spécialiser encore plus ChatGPT. On n'aura pas besoin justement de lui donner un rôle, il sera déjà dans son rôle en fait. Il sera dans le rôle d'Expedia ou de Kayak, qui va en fait déjà le prompter. Donc là, vous voyez d'ailleurs un exemple en fond dans la présentation de sortie ou de découverte culturelle qu'il me propose. Voilà. Donc, forcément, agent de voyage, mais il peut aussi être, du coup, développeur full stack, et c'est même d'ailleurs une des premières fonctionnalités de GPT, de ChatGPT, ça va être d'aider les développeurs. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines au Vivatech, il y avait le CEO de GitHub, donc GitHub qui a lancé GitHub Copilot X, qui est pareil, qui utilise le modèle de langage ChatGPT 4, et qui va permettre donc voilà d'écrire des lignes, de réaliser des tests, même d'aider carrément les développeurs à réaliser de la documentation technique. Donc ce CEO expliquait que 46% du code généré dans GitHub en fait a été généré par une intelligence artificielle. C'est énorme. On se rend compte qu'en fait que l'impact vraiment de GPT, dans la vie, par exemple, d'un développeur, c'est hyper important. Moi, mettre des plugins sur des IDE aussi. Alors, je ne connais pas tous les plugins. Je vous avoue, je ne suis pas allé sur tous les plugins. Je trouve d'ailleurs, c'est mon avis personnel, que ça reste encore perfectible, tout ce qui est plugin ChatGPT. Je ne les ai pas tous essayés. Mais c'est vrai que Expedia, je trouve qu'il ne me propose pas, par exemple, assez d'expéditions, assez de lieux touristiques. Je trouve que ça reste assez bateau pour l'instant. On n'oublie pas, encore une fois, ça fait 7 mois que ChatGPT est sorti et ChatGPT 4 est sorti qu'en mars. Donc, on en reparle peut-être l'année prochaine, mais voilà. Est-ce que ChatGPT commence à se référer au contenu Internet pour étoffer ou vérifier l'exactitude de ses réponses? Alors, Shahrazad, merci pour la question. Oui, tout à fait. Il commence déjà à être branché. On en reparle juste après, je pourrais vous faire une petite démo aussi. Alors. Bonjour Elodie. Pris ça. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors vous lancez Hopla aujourd'hui sur Carrefour.fr? Oui, on lance Hopla. C'est notre nouveau robot, notre petit assistant sur Carrefour.fr avec ChatGPT. Et vous pouvez nous montrer? On fait une petite démo? Ah bah bien sûr, on y va. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui demande? Bah je sais pas quoi manger ce soir. Il aurait des idées? Je sais pas quoi manger ce soir. On va lui dire combien on est. On est 4. Hein. Ouais, 4. Des idées? Alors. Ah, je vois qu'il y a une faute de frappe, il l'a comprise quand même. Ah oui, il comprend, c'est vraiment, il reconstitue le langage naturel. Ah bah, il manque pas d'idées. Hein. Il y en a une qui vous plaît? Je vais prendre paella aux fruits de mer et légumes. On lui parle en langage naturel. Ça, c'est live. La paella. Ce type d'application est live. Il nous a proposé d'afficher la liste des ingrédients. Et c'est ChatGPT 4 justement derrière. Donc là, il a fait la liste des ingrédients. Il a fait toute la liste des ingrédients. Il va m'afficher la liste des produits. En fait, j'ai même pas besoin d'aller les chercher. 300 grammes de grille, 200 grammes de crevettes. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, exactement. D'accord, donc là, il y a tout. Du riz, des poivrons, il y a tout. On peut tout ajouter au panier, c'est bon.
Donc, Très est-ce bien. que c'est prêt? Ça vous va? Magnifique. Mais alors, ChatGPT, ça veut dire qu'on peut lui demander un poème, par exemple? Ah bah non, c'est vraiment ChatGPT pour Carrefour. Donc, on lui a appris. On lui a appris qu'il était un robot pour Carrefour. D'accord. Bon, ça a l'air très simple comme ça, mais j'imagine que derrière, ça l'est un peu moins, non? Et il y a un petit peu de technologie et notamment, il y a ce qu'on appelle du prompt. D'ailleurs, ils sont là, ceux qui font la technologie. Du prompt, c'est quoi du prompt? Ah, bah le prompt, c'est comme ça qu'on apprend à notre robot, à ChatGPT, à être meilleur sur Carrefour. D'ailleurs, on en a là. Le prompt, c'est ça. Vous voyez, je lui ai donné des informations. Il s'appelle Hopla. Et puis, il va aller regarder, ça c'est très important, la date du jour, qui va me proposer plutôt des choses de saison. Donc, on lui donne des informations et c'est comme ça qu'on lui apprend à être un meilleur robot, en fait. Et ça, c'est les équipes de Carrefour qui ont développé là. ça avec vous? Ils sont là, voilà, c'est nos ingénieurs, ils sont plongés dans le prompt, dans l'IA, dans ChatGPT. Voilà. Bon, là, c'est un exemple très concret d'application dopée justement à l'IA, à ChatGPT, qui va être hyper pertinente. Dans le cas de Carrefour.fr, il y a aussi le même type d'application d'ailleurs aux US. Donc, je pense que ça s'est fait très, très vite et très naturellement. C'est un cas d'application qui marche très bien. Perso, je suis allé tester. Je vous invite aussi à aller tester sur Carrefour.fr. Ça permet vraiment d'enlever des freins, par exemple, à l'achat. On ne sait pas ce qu'on veut manger, on doit faire ses courses. Là, typiquement, on demande à ChatGPT, vas-y, est-ce que tu as des idées? Là, en plus, dans le cadre de Carrefour, de saison, tout ça. Enfin, il a été prompté justement pour être un super assistant, pour vous aider à réaliser les meilleures courses possibles. Donc, du coup, c'est un type d'application de GPT-4, donc Personal Shopper, hyper pertinent. Je pense que pareil, il pourrait être bien plus qu'un personal shopper course. Ça pourrait être personal shopper, par exemple, pour des fringues, pour des baskets, pour n'importe quel type de site e-commerce, en fait, ça pourrait s'y prêter. Autre type d'application, alors il n'y a pas que ChatGPT, mais en fait, il y a des LLM, donc des Large Language Models, comme GPT-4, qui vont permettre, par exemple, de devenir expert Photoshop. Donc là, dernièrement, il y a Adobe qui a sorti le Generative Fill. Pareil, en fait, on va importer une image et au lieu d'aller s'embêter à détourer, reprendre la lumière, tout ça, on va avoir, voilà, vous voyez là, une petite box qui nous permet en fait de parler directement à l'IA qui a été développée par Adobe et qui va nous permettre de, par exemple, lui demander ajuster la lumière, mets un fond de telle couleur, voilà, là, par exemple, qu'est-ce qu'il lui demande? Voilà, mais rajoute des aurores boréales, voilà, ce genre de choses. Et ça marche super bien déjà. Et c'est, comme vous voyez, c'est quasiment instantané. C'est très impressionnant en fait. Les intelligences artificielles ont tellement en fait avancé là-dedans que ça devient même très difficile aujourd'hui de remarquer en fait, de faire la différence entre une photo qui a été retouchée par IA et une photo qui a été retouchée par un humain. C'est presque impossible à avoir. Et ça reste encore possible de voir ça entre une photo qui a été prise par un appareil photo et une photo qui a été carrément complètement générée. Donc d'ailleurs, j'y viens là juste après. Mais c'est quelque chose qui, pareil, qui évolue beaucoup. Et déjà en 6 mois, les progrès qu'il y a eu sont juste considérables. Donc là, carrément, donc, je parlais d'images générées par des IA. Donc il y a Midjourney, il y a DALL-E, il y a beaucoup d'IA spécialisées dans la génération d'images qui utilisent, pareil, des LLM, donc comme ChatGPT ou les modèles GPT, en fait, pour faire simple. On va pouvoir leur parler et ils vont comprendre notre contexte et ils vont générer, donc, dans ce cas-là, une image. Donc là, c'est un exemple d'un mangaka. Un mangaka qui ne s'est pas dessiné, mais du coup qui a vu justement, qui a suivi ces évolutions et qui s'est dit, en fait, si je prompte bien, si je donne le bon contexte à l'IA, elle va pouvoir générer des images et carrément me générer, en fait, me dessiner tout mon manga. C'est ce qui s'est passé. Alors, il y a d'autres questions qui se posent aussi, par exemple, des questions de est-ce qu'il a les droits d'auteur, tout ça. Je ne vais pas y répondre là, mais voilà un exemple carrément, franchement, je trouve bluffant, d'utilisation d'une IA qui génère des images et qui va nous permettre de, par exemple, de créer un manga, de créer des univers vraiment qui sont propres à la personne qui va écrire le prompt et qui sont en fait quasiment uniques. Voilà.
Je pourrais faire peut-être une petite démo si vous voulez à la fin pour vous montrer comment ça marche, mais c'est très très simple, hein. C'est de même ordre que ChatGPT. On va parler à la machine et on va lui demander en fait quelle image on veut générer. Donc toujours voilà, spécifier le contexte, voilà. Donc voilà, je ne les ai pas toutes listées ici. Il y a des milliers d'applications, d'applications boostées à l'IA. Et il y en a, donc j'ai mis le site là, There is an AI for that. Il y en a plus de 5000 en fait, aujourd'hui de répertoriés. Je ne suis même pas allé, là, ça fait une semaine, je ne suis pas allé sur le site, ça se trouve, il y en a plus maintenant, mais il y a plus de 5000 sites qui vont proposer les services, ou en tout cas un outil boosté à l'intelligence artificielle pour permettre de réaliser une tâche. Voilà, j'avais mis, ça peut être aussi une IA, peut-être vidéaste maintenant. C'est fou, mais on peut lui demander, par exemple, en écrivant donc, du texte to vidéo, lui écrire un prompt et lui demander j'aimerais que tu réalises telle ou telle vidéo pour moi. Vous imaginez, il va falloir lui écrire un prompt assez conséquent en fonction de la vidéo, mais ça va marcher comme ça. Pareil pour de la composition musicale, la comptabilité, l'architecture d'intérieur, tout plein de domaines qui vont se voir en fait booster en fait à l'intelligence artificielle grâce au LLM, donc au Large Language Model, tels que ChatGPT et d'autres IA. Du coup, forcément, il y a plein d'applications, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à stresser aussi sur, au final, les IA, ça reste encore perfectible, mais c'est quand même assez bluffant ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce que dans mon taf, est-ce que mon taf, il est à risque? Est-ce que je vais me retrouver au chômage? Est-ce que les IA, elles vont toutes nous remplacer? Tout ça. Il y a plein de gens qui se sont posé la question, en fait. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont un peu alerté, qui ont alerté sur la situation, parce que notamment ChatGPT, surtout quand ChatGPT 4 est sorti et qu'on a vu le gap qu'il y a eu entre la 3.5 et la 4, ils ont commencé à s'inquiéter, et peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a eu une lettre ouverte qui a été ouverte par plusieurs directeurs, donc il y avait notamment Elon Musk, Steve Wozniak et plein d'autres CEO de la Silicon Valley qui sont un peu, qui prennent des pincettes sur l'intelligence artificielle, qui ont demandé à tous les laboratoires d'IA d'interrompre en fait leur recherche sur des large language models, en fait tout simplement sur la recherche d'une AGI, dont je parlais au tout début de la présentation, donc de développer une intelligence artificielle générale, et d'arrêter quasiment pendant au moins 6 mois, c'est ce qu'ils demandaient, pour en fait essayer de, je pense, essayer de réguler tout ça et de ne pas perdre le contrôle de l'innovation là-dessus. Fun fact, ça n'a pas vraiment très bien marché, et OpenAI, par contre, s'est vu passer devant, je crois, une grosse l'instance, soit le Sénat, soit le Parlement américain, pour justement essayer d'être un peu plus transparent. Il y avait aussi l'Italie qui s'inquiétait beaucoup de l'utilisation de ChatGPT, et notamment des données qu'on lui envoyait. Pareil, parce que OpenAI n'était pas assez transparent et que ça allait tellement vite pour OpenAI. Donc c'est l'entreprise, je le redis, l'entreprise qui développe ChatGPT, ça allait tellement vite qu'ils ont dû eux-mêmes aller expliquer d'eux-mêmes comment était rassurer les pays, rassurer les entreprises, et essayer d'être plus transparent envers ces technologies. Mais il y a des craintes forcément. Well, I think là, je vais vous montrer une crainte exprimée par justement Elon Musk, qui a été un des premiers à signer même je crois que c'est lui qui a instigé cette lettre. C'était au Vivatech il y a 2 semaines. Voici ce qu'il a dit. Well, I think there's a real danger for digital superintelligence having negative consequences. And so if we are not careful with creating artificial general intelligence, we could have potentially a catastrophic outcome. So now I think there's a range of possibilities. I think the most likely outcome is positive for AI, but that's not every possible outcome. So I'm in favor of AI regulation because I think advanced AI is a risk to the public, and anything that's a risk to the public, there needs to be some kind of referee. That referee is the regulator,
And so I think that my strong recommendation is to have some regulation for AI. Voilà. Donc, ça répond un peu à ta question, d'ailleurs, Roman. Enfin, il essaye d'y répondre en tout cas. Donc, tu me demandais, est-ce que vis-à-vis des métiers qui pourraient remplacer, est-ce qu'il y a une réglementation qui va naître? En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Pour l'instant, non, il n'y a pas de réglementation. C'est un gros sujet. Mais c'est pas encore vraiment, c'est pas encore développé. C'est-à-dire que, je le répète, ça fait 6-7 mois que ChatGPT, donc pas les modèles GPT, parce que ça fait un peu plus longtemps qu'ils existent, mais que ChatGPT a été rendu public et que le grand public l'utilise. C'est encore perfectible. Ça va pas nous remplacer, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir réglementer. C'est ce que justement nous dit Elon Musk ici, c'est que selon lui, il faut faire attention avec les intelligences artificielles. Il n'est pas trop dans le dramatique ici. Il nous dit qu'il voit bien que ça peut tout à fait avoir des applications très optimistes. Il est optimiste, je veux dire là-dessus, des applications révolutionnaires qui vont nous permettre d'innover, qui vont nous permettre de découvrir de nouvelles choses, d'améliorer notre vie drastiquement. Mais si ça va trop vite et qu'on ne sait pas le réglementer, qu'on ne sait pas l'utiliser et qu'on donne un mauvais virage, une mauvaise orientation à l'intelligence artificielle, ça pourrait être catastrophique. Voilà, selon lui. Il est quand même assez connu, du coup, pour avoir une position assez dure sur les intelligences artificielles. Hugo, oui, il est... Alors, Hugo, tu me posais la question, est-ce que Musk est à l'origine de ChatGPT? Il n'est pas vraiment à l'origine de ChatGPT. En fait, il fait partie du board d'OpenAI. Donc, il a investi dans OpenAI. Il fait partie des personnes qui... Je ne crois pas qu'il a fondé, mais il fait partie du board d'OpenAI. Mais justement, il a essayé de reprendre le contrôle d'OpenAI parce qu'il n'a pas le contrôle. C'est un peu particulier. Il n'est pas vraiment à l'origine de ChatGPT. Je pense qu'il reconnaît que c'est une technologie géniale. Et je pense même qu'il essaye de plutôt mettre la main dessus, de récupérer ça. Mais ce n'est pas lui qui, en tout cas, est à l'origine de ChatGPT. Vous allez voir, on va voir un de ses créateurs juste après, qui est un peu plus optimiste. Donc des craintes, par exemple, je remets en image des craintes qui sont exprimées. Forcément, on parlait de remplacement des travailleurs. Aux États-Unis, je le redis, ça fait 6-7 mois que ChatGPT est sorti, 48% des entreprises ont déjà remplacé des travailleurs aux États-Unis depuis novembre 2022. Et 33% des dirigeants d'entreprise pensent certainement ou probablement à 26%, que ChatGPT va entraîner en fait des licenciements. Alors ça, je pense, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis, pas en France. On sait tous, le système libéral là-bas, il est un peu, il est ce qu'il est, il est perfectible, mais je pense que c'est une étude à chaud. Pour l'instant, c'est pas vraiment. Il faut pas non plus avoir trop peur de ChatGPT. Moi, je suis plutôt optimiste justement là-dessus. On y reviendra. Les IA militaires aussi, tout simplement, peut-être vous en avez entendu parler, bon, surtout qu'on parle de drones d'attaque, tout ça, il y a la guerre en Ukraine. Est-ce qu'une IA aura le pouvoir de tuer quelqu'un juste en se basant sur son algorithme, ou en tout cas sur ce qu'elle a appris? C'est des décisions éthiques très importantes. Pareil, ça peut faire naître des craintes. C'est aussi le même type de craintes qui naissent avec les voitures autonomes, en fait. Aujourd'hui, les voitures autonomes, si elle se retrouve dans un dilemme entre écraser telle ou telle personne, comment elle va choisir en fait? Si elle n'a vraiment pas le choix, si elle doit par exemple heurter un mur ou heurter une personne, qu'elle n'a pas le choix, que c'est binaire, comment elle va arbitrer ça? Donc c'est le même type de réflexion éthique qu'il faut avoir. Et forcément aussi, les impacts environnementaux, parce que forcément, ces IA, je parlais de PC et de processeurs au tout début de la présentation, il faut les alimenter en énergie. Donc, est-ce que c'est des énergies renouvelables dans le monde dans lequel on est, malheureusement, à 80% sûr que ce n'est pas du renouvelable. D'ailleurs, j'avais remis le chiffre. Le numérique, aujourd'hui, c'est 2,5% des impacts environnementaux. Donc, c'est la part de CO2, c'est peut-être même plus. Voilà, donc il y a des vraies craintes. Après, il y a aussi des
comment dire, il y a des opportunités qui peuvent naître. Et justement, moi, je suis plutôt optimiste sur l'utilisation des IA. Faut pas oublier qu'on entend beaucoup parler de crainte, parce que justement, les médias surfent sur ces tendances-là, mais il y a aussi d'autres opportunités. Donc, par exemple, les progrès médicaux. Donc, il y a par exemple un robot chirurgical qui a été développé par une boîte américaine, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet de réaliser des opérations extrêmement sensibles, voire très compliquées à réaliser, et qui les réalise mieux qu'un humain, par exemple. Et ça, j'ai pris un exemple, vous pourrez en trouver d'autres. C'est-à-dire que dans la médecine, et d'ailleurs dans l'amélioration de la vie et de la santé, les IA vont nous permettre vraiment d'avoir un gap, par exemple, pour détecter aussi des cancers à des stades très précoces qu'un médecin, même un médecin, je veux dire, spécialiste de cancer de la peau ou je ne sais quoi, ne pourrait pas détecter. Parce qu'elles sont entraînées justement spécifiquement sur ces tâches-là. Ça peut aussi, à l'inverse de tout à l'heure, ça peut créer justement de nouvelles opportunités professionnelles. Je parlais de prompting engineer. C'est une vocation qui est en train de sortir. Il y a des gens qui en font carrément leur métier. Donc, on parle d'un prompt engineer. Mais bon, là, je prends vraiment un exemple assez bateau. Mais en fait, on ne connaît pas encore toutes les applications qui vont naître de l'utilisation, toutes les opportunités professionnelles et toutes les applications qu'ils pourraient avoir en utilisant toutes ces IA. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ça remet en cause certaines choses, ça bouleverse un peu l'ordre établi, mais en fait, derrière, les humains s'adaptent toujours. Et pour les impacts environnementaux, toujours, en fait, il ne faut pas oublier que justement, ça pourrait nous permettre, alors je ne veux pas partir dans la technologie va nous sauver non plus, mais ça pourrait nous permettre d'optimiser, par exemple, nos modèles météorologiques, de savoir peut-être comment mieux lutter mieux lutter aux impacts environnementaux et au réchauffement climatique, parce que justement, les IA nous permettent de traiter énormément de données, que ce soit des données météorologiques ou des données d'émissions de CO2. Ça peut aussi nous aider dans la lutte contre le réchauffement climatique, dérèglement climatique. Pardon. Voilà. Et donc, pour finir un peu sur une note un peu plus optimiste, je vais laisser un des directeurs. The increase in quality of life that AI. The increase in quality of life that AI can deliver is extraordinary. We can make the world amazing, and we can make people's lives amazing. We can cure diseases. We can increase material wealth. We can help people be happier, more fulfilled, all of these sorts of things. And then people are like, oh, well, no one is going to work. But people want status. People want drama. People want new things. People want to create. People want to feel useful. People want to do all these things, and we're just going to find new and different ways to do them, even in a vastly better, unimaginably good standard of living world. Voilà. C'est un peu le résumé aussi de ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Pour lui, alors donc Sam Altman, qui est un des créateurs de ChatGPT pour le coup, qui fait aussi partie du board d'OpenAI, donc au même titre qu'Elon Musk, mais lui a participé activement à l'élaboration de ChatGPT. Et un peu plus optimiste qu'Elon Musk, c'est lui d'ailleurs qui s'est rendu devant le Sénat américain pour défendre justement la position d'OpenAI et le progrès technologique que pouvait apporter ChatGPT, et il essaye d'être un peu plus transparent aussi vis-à-vis du développement de ces intelligences artificielles et de ces intelligences artificielles générales dont je parlais au début. Il est très optimiste, et là il explique en fait, même si on peut craindre que ça nous remplace ou les craintes que je donnais tout à l'heure en exemple, en fait, les humains vont toujours vouloir un statut social, vont toujours vouloir un peu débattre, on va toujours chercher en fait l'imperfectibilité humaine. En fait, les IA, si elles devenaient trop parfaites,
ça nous ennuierait en fait. C'est aussi un peu ce qu'il essaye de dire, c'est qu'on sera toujours humain, on restera toujours à l'être. Voilà. Voilà, donc c'était mon parti pris, de la même manière que toutes les nouvelles technologies qui vont nous remplacer, l'IA va créer en fait des opportunités. Et on va devoir en fait apprendre justement à les utiliser, ces IA. Donc c'est un peu aussi le but de cette présentation, c'est de vous sensibiliser à ce sujet. Il ne faut pas non plus que vous alliez dès aujourd'hui remplacer, revoir votre méthode de travail et essayer d'intégrer ChatGPT, mais presque. Il faudrait que vous essayiez de trouver un petit peu des cas où ça pourrait vous aider. En tout cas, essayez de l'utiliser et de la prendre en main. Voilà, c'est vraiment une grosse recommandation. Ah oui, je voulais terminer aussi sur une citation de Jacques Attali, pareil, qui fait écho à ce que je dis un peu depuis tout à l'heure. En fait, tout va être dans l'utilisation de ce qu'on va faire de ces IA. Aujourd'hui, alors, il disait ça, pareil, il y a 2 semaines au Vivatech Technologies. C'est très récent. Jacques Attali, qui est un économiste assez connu. Donc, si vous utilisez l'IA pour développer, par exemple, des énergies fossiles, ça va être horrible. Si vous utilisez aussi, par exemple, pour développer des nouvelles armes, ça va être terrible. Par contre, si vous utilisez l'IA, peut-être pour faire du bien, pour, par exemple, dans le cadre de la santé ou de l'éducation ou de la culture, ça pourra qu'être extraordinaire. Ça pourra en fait ça pourra potentiellement apporter une meilleure éducation, une meilleure santé et nous aider à nous épanouir. Voilà. Donc, c'est vraiment impossible. Une chose que vous gardiez en tête, il ne faut pas craindre l'IA, mais il faut justement être conscient de ce que ça peut apporter et attention justement à comment on va l'utiliser et comment ça va être développé. Tout ne repose pas sur nous en tant que personne, mais nous en tant que citoyens. La réglementation va arriver de toute façon, et c'est clair et net qu'on va être obligé de passer à une réglementation au niveau français, je pense, mais aussi au niveau européen de toutes ces IA. Donc voilà, je vous conseille de vous intéresser un peu plus à ce sujet. Je vois qu'il y a quelques questions, j'y réponds. Voilà, je laisse juste le mot de la fin, justement, à ChatGPT, qui avait commencé cette présentation en vous trouvant un titre. Alors, il est parti dans un délire un peu chelou, mais bon, voilà. Je voulais terminer comme ça. Mesdames et messieurs, vous avez traversé le vortex de l'IA aujourd'hui avec moi, ChatGPT. Tenez-vous bien à vos sièges car nous atterrissons en 3023, robots, aliens et humains dansent la samba ensemble grâce à l'IA. Mais avant cela, souvenez-vous, l'IA est votre acolyte, pas votre sauveur tout-puissant. Gardez les yeux ouverts, le cœur prêt, préparez-vous pour l'invasion des chatbots qui offrent des pizzas à l'infini. Oui, vous m'avez bien entendu. L'IA et moi, nous allons conquérir le monde un byte à la fois. Applaudissez-vous, Bélix, car vous êtes les pionniers de l'ère robotique sambafique. À vos marques, prêt, IA. Voilà, bon, c'est un délire. C'est un délire à ChatGPT, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi, mais j'avais trouvé ça fun, donc je voulais les rajouter. Du coup, je reprends les dernières petites questions là qui sont tombées. Anthony, ChatGPT est-il gratuit ? Oui, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Il me semble que vous devez vous inscrire à une waitlist. Je ne sais plus si c'est encore le cas. Moi, en tout cas, quand je me suis inscrit, j'ai eu un accès direct. Il n'y a pas que ChatGPT. J'ai fait un peu un focus sur ChatGPT parce que c'est un peu le Bitcoin des crypto-monnaies, on va dire. ChatGPT, tout le monde en parle, mais il y a plein d'autres IA. Et notamment, il y a aussi, vous pouvez utiliser par exemple Bing, qui se base sur le modèle GPT aussi, qui est gratuit aussi. Donc, vous pouvez aller sur le moteur de recherche Bing et en utilisant Edge. Par contre, ils sont un petit peu relous chez Microsoft. Ils veulent à tout prix que vous utilisiez Edge. Et vous pouvez donc utiliser leur IA gratuitement, qui utilise d'ailleurs le modèle GPT-4, qui est peut-être un peu plus sympa en termes d'interface. Mais sinon, je vous conseille, il y a aussi Agent GPT, Auto GPT, donc ils jouent souvent sur le mot-clé GPT, mais c'est pour rappeler que voilà, c'est pour jouer carrément sur la traîne GPT, et parce qu'ils utilisent aussi ces modèles de langage.
Dylan, Elon a investi dans OpenAI, entreprise à l'origine de ChatGPT. Oui, tout à fait. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il a investi, il n'a pas créé, et c'est encore moins lui l'instigateur de ChatGPT, il n'a pas créé. Voilà. Ouais, il faut le dompter, Mohamed, tu as raison. En fait, c'est ce que je dis, il faut comment dire, il faut déjà l'utiliser, savoir comment ça fonctionne et voir comment vous pouvez l'utiliser. Et voilà. De toute façon, c'est comment nous on va l'utiliser qui va lui donner une orientation dans la vie de tous les jours. Ben, merci à vous tous aussi. C'était chouette. C'était mon premier Happy Talk. Je suis très content. J'espère que vous n'avez pas senti que j'étais stressé ou quoi, mais en tout cas, c'était super. J'espère que je vous ai appris 2-3 trucs quand même. Voilà. Merci beaucoup, Lionel. Tu avais une question aussi dans l'onglet questions, mais tu as un petit peu répondu aussi tout à l'heure, où on demandait les différences entre le ChatGPT payant et celui gratuit. Alors, très rapidement, si vous voulez, je vous montre très rapidement. Passer à cet onglet. Voilà. Donc, en fait, la version gratuite, vous n'aurez pas ça en haut, tout simplement. Ce qui permet de switcher de GPT 3.5 à GPT 4. Vous utilisez en fait tout le temps GPT 3.5. Et dans la version donc, payante, vous pouvez utiliser GPT 4, bien sûr. Avec, tout à l'heure, je le montrais, les plugins. Donc, dans les plugins, voilà, il y en a quelques-uns que j'ai essayé. En fait, vous avez un App Store des plugins, en fait, pour faire simple. Et vous trouvez un plugin, n'importe lequel. Vous verrez. Il y en a des très spécifiques pour répondre à des questions assez techniques, par exemple. Voilà. Et il y a aussi une version, en fait, connectée à Internet, où là, par exemple, il va aller, par exemple, chercher sur Internet des informations. Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pas aujourd'hui, ça doit faire un mois que c'est en version bêta, mais ça nous permet de laisser l'IA d'aller naviguer sur Internet. Donc, par exemple, si je demande, je sais pas, quel temps il fait à Paris aujourd'hui, bon voilà, hein. Normalement, je pense qu'il va direct aller sur Internet. Donc, on va avoir un petit truc, browsing the web, et voilà, il va aller sur Internet. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi avec Bing, donc qui utilise pareil les modèles GPT. Vous allez sur Bing, c'est connecté à Internet. Donc, en fait, vous avez un chat GPT 4, un chat GPT, pas forcément le 4, qui est déjà connecté à Internet et c'est gratos. Donc, n'hésitez pas, moi j'ai commencé comme ça. ChatGPT te remercie à sa façon. Merci Hugo. Voilà. Merci beaucoup Lionel pour ta présentation et pour toutes les réponses que tu nous as données. Donc, merci beaucoup.